Bonsoir, c'est toujours un plaisir pour l'équipe de Hightech 221 de nous inviter dans votre salon tous les dimanches à partir de 19 h. Aujourd'hui, dans l'actualité nationale tech, nous allons parler de la planète Startup et cela avec M. Oumar Youm et ses collègues. Donc, comme vous le savez, Planète Startup, c'est un événement qui va regrouper toutes les startups de l'écosystème, ceux qui évoluent dans le domaine du numérique. On va les regrouper avec des investisseurs, des corporates, des institutions financières, les médias et les écoles aussi. C'est un événement qui vise à fédérer l'écosystème parce qu'on pense que l'écosystème, en tout cas Startup Tech sénégalais, est en train de bouger, de faire ses preuves au niveau local et même à l'international. Et on a remarqué que les acteurs de l'écosystème ne se parlent pas, n'échangent pas et ne partagent pas. On l'a imaginé parce qu'on a exploré le marché et on a vu que c'était un événement vraiment qui manquait. Un événement pour les startups, construit par les startups et dédié aux startups. Donc on s'est dit, les startups vont prendre une telle importance dans les années à venir et vont tellement contribuer à développer l'économie qu'il était important de créer un événement qui serait annuel et qui regrouperait non seulement les startups locales, qui mettrait en évidence les meilleurs potentiels et qui ferait en sorte aussi d'exporter le modèle sénégalais ailleurs en Afrique. C'est un événement majeur pour nous, c'est la première édition. Un événement qui réunit tous les acteurs de l'écosystème des startups, tous ceux aujourd'hui qui propulsent des actions, des projets, des initiatives pour encore donner beaucoup plus de force à cet écosystème, mais permettre à notre écosystème d'avoir un profil idéal qui pourra nous permettre de soutenir notre économie en général. On va parler en général du cycle de vie d'une start-up, c'est-à-dire de l'idéation à la levée de fonds. Il y aura aussi des talks et des keynotes et à la fin nous allons primer les meilleurs projets parce que nous avons fait un appel à projets. On en a profité alors pour inviter les grands groupes qui sont venus, le pouvoir, l'administration qui est là, représentée par l'ADER, qui est incontournable dans notre écosystème. Et donc, ce que vous avez vu, c'est une première partie où on voulait juste inspirer les jeunes en leur racontant des histoires et surtout leur montrer que le chemin est très long mais très difficile. Par contre, leur montrer aussi qu'il y en a qui y arrivent. Bon, en termes de financement, à part, il y a l'État qui fait des progrès, il faut le reconnaître, mais par rapport aux privés, aux investisseurs privés, ils sont un peu réticents. D'accord, ils demandent, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de garantie. C'est pour ça qu'on peine un peu à retrouver à lever des fonds. On espère annualiser l'événement pour que ça devienne un grand rendez-vous et qu'il puisse s'internationaliser, qu'on puisse inviter des startups des pays limitrophes, que ce soit de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, parce qu'on est tous, en tant que start-upers, tout le temps invités en Europe, en Asie, en Amérique, mais on a l'impression qu'en Afrique, à l'intérieur de l'Afrique, rien ne se fait. Interface est aujourd'hui là pour assurer déjà la connectivité. Nous sommes là avec des partenaires. On travaille avec tous les opérateurs téléphoniques. On a assuré la connectivité avec un portail captif qui nous permet aujourd'hui de faire la collecte des données aujourd'hui au niveau de l'événement. Quand les astuces mode et beauté s'invitent à Hightech 221, ils ne peuvent donner que Astuces de Maya. Qu'est-ce que Astuces de Maya? Nous allons le découvrir. En tout cas, pour ma part, je vous dirai une chose, surtout à vous, femmes mariées, ça va vous intéresser. Les astuces de Maya, c'est une boutique en ligne. On vend les astuces de femmes, bien sûr, les astuces de séduction et de bien-être pour tout le monde. C'est une vente en ligne, c'est une boutique virtuelle. On vend via Internet. Pour ça, on a des comptes via Internet, à savoir j'ai une page Facebook, j'ai un compte Facebook. Je vends également via Instagram, via Snapchat, via WhatsApp. J'ai également une chaîne YouTube et très prochainement
un site internet. Je poste mes photos ou bien des vidéos avec toutes les explications ainsi que le prix. Et la cliente ou bien le client, parce qu'il y a deux sortes de clients, m'envoie un message ou m'appelle directement et on procède par livraison. On a des scooters qui procèdent qui livrent en fait. Il y a beaucoup d'avantages. Déjà, il y a moins de frais. La différence par rapport à la boutique physique qu'on connaît tous, là-bas vous payez des locations, il y a plusieurs charges. Alors que dans la vente en ligne, disons qu'il y a juste la connexion internet qu'on utilise et à part ça, il n'y a pas de charge. Et on gagne beaucoup aussi. Bien sûr, il y a des inconvénients. Des fois, vous pouvez livrer à la cliente un produit et elle vous dit le produit que vous aviez posté est différent de celui que vous m'avez livré. Il y a une différence. Et des fois, c'est juste la lumière ou bien qui fait la différence un tout petit peu par rapport aux couleurs ou quelque chose comme ça. Mais la qualité reste la même. D'habitude, moi, pour éviter les problèmes, il y a un retour du produit et je lui rembourse son argent. C'est plus simple. Je veux un site vraiment professionnel qui aura une dimension, disons, internationale. Je ne veux pas bâcler un tout petit peu le produit ou bien mon site internet. C'est pourquoi j'ai confié ça à des professionnels qui sont en train de faire les derniers réglages. La cybersécurité, nous n'arrêtons pas d'en parler à Hightech 221, mais cette fois-ci, nous avons donné la parole à des experts qui vont nous parler de l'utilité d'avoir une bonne cybersécurité, surtout en entreprise. La cybersécurité est un ensemble de technologies, de processus et de pratiques visant à protéger les réseaux, ordinateurs et données contre les attaques, dommages et accès non autorisés. Dans un contexte informatique, le terme sécurité englobe la cybersécurité et la sécurité physique. C'est quoi la cybersécurité? La cybersécurité est un domaine qui rassemble des lois, des politiques, des dispositifs, des concepts et des mécanismes de sécurité. La cybersécurité, c'est l'ensemble des mesures de prévention, de protection, de dissuasion qui peuvent être d'ordre technique, humain, juridique, matériel, procédural pour protéger cet espace-là virtuel que représente le cyberespace. Et la cybersécurité peut être définie comme l'ensemble des mesures techniques et non techniques qui visent à assurer l'intégrité, la protection des systèmes d'information. Quel est le rôle du spécialiste en cybersécurité? Le responsable cybersécurité est chargé de protéger les données de l'entreprise contre la concurrence et les hackers. S'assurer du bon fonctionnement et de la disponibilité du système d'information. C'est-à-dire il y a des métiers qui sont spécialisés plus dans tout ce qui est fonction opérationnelle. Toutes ces personnes-là ont en charge de mettre en œuvre des programmes de sécurité qui visent à garantir et à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des systèmes d'information. Aide et accompagne les entreprises pour leur permettre de protéger leurs applications, leurs services et leurs données sensibles. Aussi la sécurisation et la sensibilisation des utilisateurs de systèmes d'information. Et on peut avoir d'autres métiers, c'est-à-dire qui auront en charge la gestion de la crise en cas d'incident. Donc il faut bien des experts qui auront en charge de résoudre ces incidents de sécurité. L'un des aspects les plus problématiques de la cybersécurité tient à la constante et rapide évolution des risques pour la sécurité. L'approche traditionnelle consistait à concentrer la plupart des ressources sur les composants des systèmes primordiaux et à les protéger contre les principales menaces connues. Quelles sont les menaces? Force est de constater que les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes. D'abord, il y a le rançongiciel. C'est un logiciel malveillant qui prend en otage les données personnelles. On peut citer la cybercriminalité, qui peut être définie comme les actes criminels qui sont commis avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Il y a les menaces liées à la cybercriminalité. L'informatique peut être la cible, tout comme l'informatique peut être utilisée comme moyen pour commettre des infractions. Il y a également le cryptominage. Ce sont des composants malveillants qui sont utilisés pour prendre le contrôle des ressources d'un ordinateur
et par la suite les exploiter pour utiliser de la crypto-monnaie sans demander la permission de l'utilisateur. Aujourd'hui, on peut voler des données sensibles, des données confidentielles au niveau des systèmes d'information. Enfin, il y a les virus et les parasites qui empêchent le bon fonctionnement du réseau. Quelles sont les mesures de protection? D'abord, la sensibilisation des utilisateurs pour une utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication. Il faut une construction d'infrastructures technologiques, exemple un cloud national. Il faut également que l'État mette en place des fonds pour la recherche dans le domaine de la cybersécurité. Le maître mot, en fait, c'est la sensibilisation et la mise en place de politiques qui visent à assurer la protection, le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes d'information. Pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données des utilisateurs, leur exploitation par les entreprises sont extrêmement contrôlées. Chaque processus de collecte, d'archives et d'utilisation doit être justifié et délibérément accepté par l'utilisateur. Assurer la cybersécurité est essentiel pour protéger les informations collectées. Pour la rubrique Tech Guest, nous allons parler d'entrepreneuriat et avec nous, Monsieur Pape Guène qui est expert en entrepreneuriat. Pape Ganba, bonjour. Bonjour Basile. Alors vous êtes expert en entrepreneuriat. On parle beaucoup d'entrepreneuriat au Sénégal. En Afrique, c'est en fait le sujet qui occupe toute l'actualité. Mais on voit que beaucoup d'entrepreneurs, quand je parle d'entrepreneurs, c'est des startups qui naissent. Tout à fait. Mais après, en quelques mois d'existence, c'est parti. On ne parle plus d'entrepreneurs. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ces entreprises, ces startups-là n'arrivent toujours pas à se développer dans le domaine du numérique? Oui, alors merci de la question, c'est pertinent parce que je pense qu'il y a des difficultés structurelles. Ce que j'appelle difficultés structurelles, c'est des difficultés à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est parfois l'offre d'accompagnement n'est pas adaptée aux besoins de l'entrepreneur, surtout en position de start-up. Le deuxième niveau, c'est que les mécanismes de financement parfois ne répondent pas forcément à la croissance en fait, de nos startups. Et le troisième niveau maintenant, c'est le go to the market. Souvent les startups ont des produits et des services, mais souvent ils peinent à trouver leur go to the market. Comment aujourd'hui je vais vendre, je vais monétiser mon produit ou mon service. Donc quand on combine tous ces 3 éléments, ça fait qu'aujourd'hui, oui, on a des milliers de startups qui disparaissent au bout de la première année. Alors, dans une publication récente sur la plateforme Social Network, vous avez quand même expliqué la face cachée en fait, de ces mirages concernant les accélérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit revoir la façon d'accompagner, de financer les startups pour essayer de... Moi, je pense qu'il faut le revoir systématiquement. Il faut l'adapter par rapport à notre contexte économique. Il faut l'adapter par rapport à nos réalités du marché. Ailleurs, dans les écosystèmes assez structurés où l'offre de financement est définie, où les services BDS, ce que j'appelle entre guillemets tout ce qui est service business development est réuni, en fait, quand tu fais une offre d'accompagnement sur 4 mois, sur 6 mois, tu peux accélérer une startup. Alors, dans nos écosystèmes, c'est encore plus compliqué parce que déjà, en fait, le financement parfois est inadéquat. Le marché, en fait, l'offre, du point de vue du marché, en fait, il y a des difficultés. Donc, pour accompagner réellement en fait, une start-up à se développer, il faut au minimum 1 an. Et souvent, nos accélérateurs sont sur des programmes, sur des projets de 6 mois et c'est très court. Ce qui fait que à peine l'entrepreneur arrive à trouver, à réfléchir sur son modèle économique, c'est-à-dire à réellement comment aujourd'hui il a un produit avec une plus-value, comment aujourd'hui ce produit serait disposé ou serait mis à disposition des clients avant même qu'il ne termine en fait, ce travail-là. Le programme d'accélération est fini, est terminé. Donc pour moi, il faut aujourd'hui revoir en fait, le contenu et la durée des programmes d'accélération. C'est ce que vous avez en quelque sorte comparé avec la différence entre un ball et la start-up. Tout à fait. En fait, le ball, à la seule différence, c'est que le start-up, on le met dans un cadre plus formel. Oui. Pensons que le ball n'est pas formalisé alors que c'est faux. Je vais donner un exemple. Le ball, il sait quel produit marche pour quelle période. Il sait dans son milieu interne, il sait où est-ce qu'il peut trouver un fournisseur qui lui donne ces produits-là. Il sait à combien il les vend et il sait sur chaque produit la commission qu'il doit prendre. Il le fait, si je peux l'appeler ainsi, de manière informelle, mais transposer cela sur en fait, le cadre de vie d'une start-up, on dirait en fait que le ball
maîtrise mieux son environnement que la startup qui vient, qui dit « Ok, je vais développer une application, je vais développer une solution et je vais la vendre ». Après, qui développe une très belle application ou une très bonne application, mais qui peine réellement à trouver un moyen de générer des revenus avec ça. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait repenser l'accompagnement pour permettre aux startups de découvrir comment ils vont attaquer le marché. Entre guillemets, dans le jargon start-upper, on dit ton go to the market, comment trouver ça, et derrière, quels sont les mécanismes, les leviers sur lesquels je vais m'appuyer pour vendre mon produit ou mon service. Et pourtant, le problème, est qu'on a beaucoup d'accélérateurs. Ouais. Quand on parle d'incubation, de gauche à droite, mais jusqu'à présent, on ne trouve pas la solution. Dans votre publication, vous avez donné quelques projets qui marchent, c'est-à-dire qui marchent en fait, quelques modèles. Des modèles, oui. À voir. Ouais. C'est quel genre de alors, j'ai cité deux grands projets. Le TEP, qui est le Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, qui est sur un an, avec un accompagnement en ligne, avec aussi un seed funding, une subvention de 5 000 $ par entrepreneur, qui accompagne l'entrepreneur sur un an, assez structuré, avec des paliers. J'ai cité aussi le YALI, qui est un programme régional, qui a une composante business entrepreneurship, qui je trouve qui est assez structuré et qui permet à l'entrepreneur de prendre du temps, les 3-4 premiers mois, de réfléchir sur son modèle avant d'attaquer sur son marché. Et je me suis dit, peut-être que c'est déjà 2 programmes qu'on a testés aujourd'hui qui marchent, qui arrivent à prouver en fait des startups qui arrivent sur le marché avec un modèle économique, et on peut s'inspirer de cela. Il y a d'autres projets qui marchent, qui existent en Afrique, sur lesquels aujourd'hui on peut aller voir ces modèles-là et dire, ok, nous, par rapport à notre contexte, par rapport au marché qu'on a, par rapport au contexte, aux besoins réels des startups, comment aujourd'hui on peut définir une offre d'accompagnement entre guillemets designé pour ces startups-là. Alors, on a soulevé avant de terminer un sujet aussi qui fait débat au niveau de l'entrepreneuriat. Comment l'État peut accompagner les entrepreneurs en réduisant en quelque sorte le paiement de la fiscalité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est facile de créer une entreprise avec 100 000 francs, je crois. On a la possibilité de mettre en place son entreprise, mais la fiscalité pose un problème. Tout à fait, oui. Alors, une entreprise, une start-up qui à peine arrive à trouver son marché, difficilement en fin d'année peut reverser le fisc. Et surtout les 3 premières années. Et d'ailleurs, durant les 3 premières années, on appelle ça en fait un des cycles qui est plus critique de vie. C'est là où beaucoup d'entreprises disparaissent. Exactement. Et on dit souvent, tant que la start-up ne fait pas 3 ans, il n'a pas encore stabilisé son modèle économique. Donc sur ces 3 premières années-là, effectivement, l'État doit avoir en matière de politique sur la fiscalité, comment réduire ou même comment alléger un et offrir des opportunités. Ne serait-ce que l'impôt minimum forfaitaire. Si l'entreprise ne peut pas, la start-up ne peut pas payer en fait toute la baguette sur la fiscalité, au moins qu'il y ait un impôt minimum forfaitaire et des conditions allégées. Selon son secteur aussi. Parce que la fiscalité est définie sur des barèmes, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit plus aller le customiser selon les secteurs. Quand je prends des projets TIC, c'est différent des projets agricoles, c'est différent des projets avicoles. Il y a des projets qui marchent sur des spéculations sur des périodes. Il y a des projets qui marchent sur la vente de produits et de services, de solutions au jour le jour. C'est différent. Maintenant, comment on peut réfléchir pour tailler une offre qui répond à ces besoins-là et puis les accompagner. Et beaucoup ne savent pas aujourd'hui pourquoi l'utilité de payer en fait la fiscalité. Derrière, ils se disent bon, c'est une taxe que je dois payer à l'État, mais ils ne savent pas en fait derrière quand je paye. Je peux demain revenir demander des services, demander un accompagnement à l'exportation, demander des services de mise à niveau. Donc il y a l'importance, en fait, on ne montre pas trop l'importance de payer la fiscalité et ça c'est important. D'accord. En tout cas, Pape Ganba, merci. Je rappelle que vous êtes expert en entrepreneuriat. Pour vous retrouver, allez-y sur Facebook, Twitter ou Instagram. Tapez simplement Pape Ba, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc à bientôt et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Hightech 221, on joint l'utile à l'agréable. Comment? On vous donne des nouveautés tech, mais on vous instruit aussi. Et même sur les sujets les plus petits, le béaba du béaba. Aujourd'hui, professeur Harris, puisque c'est de lui dont il s'agit, dans Tech Tips, va nous apprendre comment connecter plusieurs comptes dans un même navigateur, et ça dans Firefox. Merci Mary. Pour le tips de ce numéro, nous allons vous montrer comment connecter plusieurs comptes
sur un même service avec Firefox. Établissez plusieurs comptes simultanés à un même service sur des comptes différents, sans avoir à changer de navigateur ou passer en navigation privée. Bien que les applications des réseaux sociaux supportent généralement les connexions multi-comptes, qu'il s'agisse de Facebook ou Instagram, les utilisateurs qui possèdent plusieurs comptes n'ont officiellement pas d'autre choix que de déconnecter leur premier compte pour être en mesure de se connecter au second compte. S'il est pourtant possible de contourner cette limite en ouvrant une nouvelle instance d'un service au sein d'un autre navigateur web ou d'une fenêtre de navigation privée, il existe un moyen encore plus simple pour gérer tous vos comptes depuis la même fenêtre de navigation. Grâce à Firefox Multi-Account Containers, nous allons vous expliquer comment y procéder. Commencez par télécharger l'extension Firefox Multi-Account Containers pour votre navigateur. Développée par Mozilla, cette extension permet d'isoler vos pages web dans des containers séparés, organisés par couleur et grâce auxquels vous pouvez vous connecter simultanément à des comptes différents sous un même service. Une fois installée sur Firefox, l'extension vient prendre place en haut à droite d'un navigateur. Un clic sur son icône suffit pour l'ouvrir. À la première utilisation, cliquez sur Get Start, puis sur Next plusieurs fois d'affilée pour passer les différents écrans de présentation de l'extension. Par défaut, Firefox ouvre les sites que vous souhaitez consulter comme il le fait habituellement. Vous pouvez toutefois choisir d'isoler certains sites comme Facebook ainsi que l'ensemble des services Google au sein d'un conteneur, un espace individuel qui sépare le stockage des sites et permet une gestion individuelle des cookies. Pour se différencier des autres onglets, un liseré coloré lui est appliqué, tandis que le nom du conteneur est également indiqué dans la barre d'adresse du navigateur. Rendez-vous ensuite sur le site auquel vous souhaitez vous connecter plusieurs comptes différents, dans notre cas Facebook, et établissez la connexion à votre premier compte. Pour se connecter à un autre compte sans changer de navigateur et sans passer en navigation privée, cliquez sur l'extension et appuyez sur le bouton plus pour créer un nouveau conteneur personnalisé. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement. Merci. Si vous êtes comme moi, que vous détestez faire le linge plié, la machine Foldimat est pour vous. Effectivement, elle nous permet d'éviter cette corvée en coiffant, en pliant et en faisant le linge automatiquement pour nous. La machine Foldimate propose de vous épargner la corvée de linge en étant capable de plier et trier le linge automatiquement. Foldimate peut plier des chemises boutonnées et des pantalons allant des vêtements pour enfants de 6 ans à la taille adulte XXL. Ce nouveau modèle comporte des nouveautés comme la possibilité de plier des serviettes et des thés d'oreiller. Les chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bébé ou pull à capuche épais ne sont toujours pas compatibles. La machine, faible en consommation d'électricité, est dotée de 2 pinces dont le but est de saisir le vêtement avant qu'un système de bras ne s'occupe du pliage. Une série de rouleaux et de bras qui se déplacent également de haut en bas, redressent et plient le vêtement. Dans mon paquet cadeau, j'ai aussi une mini cheminée électrique. Certainement pas pour nos foyers, mais si l'envie vous prenait d'aller habiter à l'extérieur, je vous le conseille vivement. Cette cheminée électrique vous offre la chaleur et même le caractère décoratif d'un véritable feu de bois, mais sans les inconvénients. C'est-à-dire pas de travaux coûteux, pas de bois à transporter ni de cendres à nettoyer. Elle peut même être utilisée dans une chambre à coucher sans risque d'asphyxie. Chauffez et décorez votre salon avec le charme d'une cheminée simple et rapide à installer. Il suffit de brancher cette petite cheminée Carlo Milano dans une prise électrique. C'est idéal pour un salon bien douillet. Les 1200 watts de puissance permettent en effet de produire une douce chaleur suffisante pour chauffer une pièce jusqu'à 15 mètres carrés. Tandis qu'elle limite les flammes et dresse d'un feu de bois qui se consume, l'avantage de la cheminée électrique par rapport au bois chauffe immédiatement dès que branchée et activée. Vous avez même le choix entre 2 niveaux de chauffage différents, soit 600 ou 1200 watts. Et oui, on est déjà à la fin de cette émission. Donc rendez-vous est pris dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. Comme toujours, en attendant, laissons place à la méditation avec mon ami Bouddha ici présent. Faisons comme lui.